Merci, Monsieur le Président. C'est une excellente chose que nous puissions entamer les débats sur ce sujet qui a, d'une manière directe ou indirecte, animé les 3 premières années de notre mandat, puisque de scandale LuxLeaks en procès au Luxembourg, la situation des lanceurs d'alerte et leur rôle dans la divulgation d'informations nécessaire pour la défense de l'intérêt général des Européens s'est trouvé très directement dans nos débats, également aussi au travers des discussions que nous avons eues il y a un peu plus d'un an de ça autour de la directive sur le secret des affaires, sur laquelle cette commission s'est prononcée, dans laquelle, même si nous avons déjà pu, à l'initiative de ce Parlement, introduire une protection, il est apparu de manière claire qu'une protection plus large, horizontale des lanceurs d'alerte était absolument indispensable. On le sait, dans les différents pays de l'Union européenne, la situation de la protection des lanceurs d'alerte est très très hétérogène, avec des cadres extrêmement divers, et aujourd'hui, seuls 6 États membres aujourd'hui disposent d'une protection pour les lanceurs d'alerte. Et dans certains cas, cette protection n'est pas totalement opérationnelle, puisque le Luxembourg dispose lui-même de ce type de protection, ce qui n'a pas empêché la condamnation d'Antoine Deltour et Raphaël Halet, les lanceurs d'alerte à l'origine des LuxLeaks. Dans ce Parlement, en tout cas, le consensus s'est fait assez large dans nos débats sur la nécessité de protéger les lanceurs d'alerte, et c'est donc à ça que nous allons nous atteler, en tentant aussi d'utiliser la jurisprudence très fournie de la Cour européenne des droits de l'homme, et puisque la défense des libertés publiques constitue une des valeurs fondamentales qui nous réunit dans le projet européen. Donc, je voudrais livrer à la réflexion des collègues et particulièrement des collègues shadow rapporteurs un certain nombre d'éléments qui, je pense, devront faire l'objet de nos réflexions. D'abord, comment est-ce qu'on doit considérer un lanceur d'alerte avec deux objectifs à cadrer qui ne seront pas simples. Qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte? Dans quelle situation a-t-on affaire à un lanceur d'alerte? On doit avoir une définition la plus large possible, en ne se limitant pas à certains statuts. On doit pouvoir traiter la condition des salariés, d'experts, de simples citoyens, de fonctionnaires ou d'employés du privé, de consultants externes. Donc voilà, on doit avoir vraiment un champ. Je suis désolée, c'est un petit peu difficile de pouvoir poursuivre. C'est un petit peu perturbant. Néanmoins, la définition la plus large possible, également. Mr. Foss, Mr. Zwiefka, please, could you be silent? Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous taire, Monsieur Wojciechowski, s'il vous plaît? Collègues. Et puis ensuite, évidemment, l'autre sujet de définition sur lequel nous allons devoir nous pencher, c'est la définition de l'intérêt général. Comment caractériser une action qui intervient dans le sens de la défense de l'intérêt général et être clair entre voilà, des initiatives qui peuvent correspondre à un bénéfice privé ou la défense de l'intérêt général européen. Le deuxième sujet, c'est comment est-ce qu'on permet le signalement. Là aussi, dans les cadres nationaux, on a plusieurs possibilités qui existent. Qui le lanceur d'alerte peut contacter? Qui doit être responsable pour collecter les alertes? Comment décider des suites apportées à l'alerte? Comment à la fois permettre des signalements auprès d'autorités compétentes qui permettent de garantir l'anonymat des lanceurs d'alerte? C'est un enjeu très fort de ne pas les obliger à divulguer leur identité. Pour autant, comment aussi permettre la divulgation au grand public? On a vu que dans certains cas, les mécanismes de signalement interne ou administratif pouvaient être inopérants et que c'est par la mobilisation de la presse et du grand public, avec un rôle bien particulier dévolu dans ce cas-là aux journalistes d'investigation, qui permet de donner la pleine mesure de situations qui sont intolérables. Mais à l'inverse, on doit aussi limiter les utilisations de la protection qui pourraient être malveillantes, qui relèvent du mensonge, de la calomnie ou de la diffamation. Et donc, on aura sans doute besoin, je pense, mais là aussi c'est à discuter, d'un organisme européen indépendant qui pourrait être une sorte de tiers de confiance en la matière. Et puis la dernière question, c'est quelle nature de protection? J'ai parlé de l'anonymat, mais on doit aussi bien sûr protéger les lanceurs d'alerte contre des pressions, des représailles, que ce soit sur le lieu de travail avec la préservation de l'emploi, la préservation de la rémunération,
Également, le rapport de force qui peut être déséquilibré face à la justice, quand on a un simple individu qui se retrouve pris dans des procédures judiciaires avec en face de lui des entreprises gigantesques qui peuvent mobiliser des moyens et des conseils judiciaires pour rentrer dans une forme de harcèlement procédurier judiciaire. Donc là aussi, on a besoin de soutenir les lanceurs d'alerte qui, il faut le rappeler, prennent des risques individuels très forts dans un rapport de force très déséquilibré. Et puis enfin, se posera également la question d'un soutien financier, puisque même si on peut avoir l'employabilité, la capacité de subsistance et même la capacité à dégager du temps pour avoir un emploi lorsqu'on est pris dans une tourmente, comme ont pu le connaître un certain nombre de lanceurs d'alerte, qui peut être mise en question. Donc, la question d'un soutien financier peut se poser, mais avec là aussi sans doute une caractérisation de la situation pour que ça ne soit pas, qu'il ne puisse pas y avoir d'abus. Après, moi, à titre personnel, je suis pas très à l'aise avec l'idée d'avoir une récompense ou une rémunération contre alerte. Je parle bien là d'une protection financière pour assurer la subsistance pendant une période de déstabilisation très forte qui peut être celle des lanceurs d'alerte. Voilà, un grand nombre. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur les grands objectifs et les grands principes, on voit bien que les modalités, elles, demandent en tout cas débat, et c'est pour ça que je serais ravie de pouvoir avoir ces échanges avec mes collègues, avec les shadow rapporteurs, et je suis bien sûr à leur écoute pour le travail qui est devant nous.